Avant d'attaquer cette leçon, je vous informe que vous pouvez trouver beaucoup de contenu gratuit sur mon site blablaro-chimie.fr. Vous y verrez des vidéos de techniques expérimentales, des vidéos de cours et des quiz autocorrigés pour vous tester. Allez, maintenant, au boulot! Allez, on va parler de la substitution nucléophile monomoléculaire. On attaque tout de suite. Commençons par des observations expérimentales. Je vous donne un exemple. On va prendre le dérivé bromé suivant et le faire réagir avec de l'eau. Donc là, on est dans un mélange eau-éthanol, parce qu'il faut bien un peu d'éthanol pour stabiliser ce composé organique. Et on part, vous voyez, d'un dérivé bromé de configuration R. Ce qu'on observe, c'est qu'on va obtenir en fait les deux stéréoisomères possibles sous forme d'un mélange racémique, c'est-à-dire 50% du stéréoisomère R, 50% du stéréoisomère S. Un mélange racémique, je le rappelle, c'est un mélange équimolaire de deux énantiomères, autant de moles de chaque énantiomère. Et puis plus à H+, plus Br-. Voilà. Donc on observe déjà au niveau stéréochimique, vous voyez, on peut former a priori deux stéréoisomères, on l'a détaillé dans la vidéo sur la SN2, mais ici on voit qu'on est dans le cas où on forme autant de l'un que de l'autre. Donc on est dans une réaction non stéréosélective, et du coup la question de la stéréospécificité ne se pose pas, la réaction est aussi non stéréospécifique. Voilà, donc ça c'est un premier point important qui va nous orienter dans la proposition de notre mécanisme réactionnel. Deuxième point, on va observer une loi de vitesse qui va être de la forme V égale K, donc la constante de vitesse, fois la concentration en bromoalcane. Bref, passons au mécanisme. En fait, ce qu'on voit, c'est que comme on a deux stéréoisomères en proportion égale, et ben, ce qui paraît logique, c'est de se dire que la liaison entre le nucléophile, donc l'oxygène, et le carbone doit se former sur un électrophile plan pour qu'il y ait autant de chances d'attaquer d'un côté et de l'autre et ainsi de former deux stéréoisomères. C'est pourquoi on va proposer un mécanisme de SN1 en deux étapes a priori. Alors on va voir qu'ici, exceptionnellement, il y a une étape supplémentaire, on va voir pourquoi. Et donc le mécanisme SN1, ce serait dans un premier temps départ du groupe partant, donc ici du bromure, pour former un carbocation. Donc le carbocation, hein, si vous avez fait un peu de géométrie selon la théorie VSEPR, il est AX3 trigonal plan. Donc on a bien un carbocation qui est dans un plan. Du coup, dans la deuxième étape, on va avoir l'addition nucléophile de la molécule d'eau, qui a 50% de chance d'attaquer par un côté ou par l'autre, ce qui n'était pas le cas dans la SN2. C'est cette attaque équiprobable sur le carbocation qui est à l'origine de la non-stéréosélectivité de la réaction. Et donc là, on obtient, si je représente bien mon mécanisme, deux énantiomères. Alors ici, il s'agit d'alkyloxonium, puisque du coup, l'oxygène garde ces deux protons. Et c'est pourquoi on va rajouter une étape à la SN1. Dans ce cas de figure, on va libérer le proton, hop, par réaction acido-basique. Et donc à la fin, on a bien les deux alcools dont il était question. Alors, qu'on soit bien clair, j'ai pris un vrai exemple expérimental, ce qui fait que finalement, dans mon mécanisme, j'ai trois étapes. J'ai les deux premières étapes qu'on appelle SN1, départ du groupe partant et addition du nucléophile, et une dernière étape acido-basique, parce que l'alkyloxonium va libérer facilement son proton. Voilà. L'étape la plus lente dans ce mécanisme, c'est la première étape, puisque le carbocation est un intermédiaire réactionnel relativement instable, donc qui va être assez lent à former. Par conséquent, cette première étape est l'étape cinétiquement déterminante du mécanisme. Et donc si on applique la loi de Van 't Hoff cinétique, on retrouve bien une loi de vitesse qui s'écrit V égale K fois la concentration en bromoalcane. Donc la loi cinétique est bien en cohérence avec le mécanisme que je vous ai proposé. Pour la SN1, le chiffre 1 signifie que l'étape cinétiquement déterminante est monomoléculaire. C'est-à-dire qu'il y a un seul réactif qui intervient dans cette étape-là. Mais pour autant, le mécanisme SN1 se fait en deux étapes. Formation de carbocation, addition du nucléophile. Alors le profil énergétique, ça donnerait la chose suivante, hein, puisqu'on a trois étapes dans le mécanisme, on va avoir du coup trois bosses,
Donc on a 3 états de transition et 2 intermédiaires réactionnels. Ce qui est important de faire apparaître sur votre profil réactionnel, c'est surtout l'énergie d'activation de la première étape qui doit être supérieure à toutes les autres, puisque c'est l'étape cinétiquement déterminante. C'est elle qui a la barrière la plus dure à franchir. Pour finir, je souhaite vous parler des facteurs favorisant la substitution nucléophile monomoléculaire. Donc pour ça, je reprends la loi de vitesse, puisqu'on est toujours dans des réactions qu'on considère comme étant sous contrôle cinétique. Là, on fait de la chimie organique et on n'est pas dans des réactions qui sont pour la plupart renversables. Alors on regarde la loi de vitesse, donc on a V égale K fois la concentration en halogénoalcane. Et cette fois-ci, en fait, dans la constante de vitesse qui va vraiment compter, c'est la stabilité du carbocation conforme. Alors ça, c'est lié à l'étape cinétiquement déterminante, donc je vous propose qu'on fasse un petit focus sur cette étape-là, sur l'étape cinétiquement déterminante. En fait, déjà, la première chose à remarquer, c'est que dans cette étape, le nucléophile n'intervient pas. Donc, contrairement à la SN2, la force du nucléophile n'est pas un facteur qui va avoir vraiment de l'importance. Alors, en vertu du postulat de Hammond que j'ai déjà évoqué quand on a fait la réaction d'hydratation des alcènes. Ok, alors revenons voir rapidement ce que j'avais dit. Il faut faire appel au postulat de Hammond qui dit qu'au cours d'un acte élémentaire, 2 états successifs proches en énergie sont également proches en structure. Il se trouve qu'une des conséquences de ce postulat de Hammond, c'est que le carbocation le plus stable est celui qui se forme le plus rapidement. Donc on est bien dans un raisonnement de contrôle cinétique. Pour ceux qui veulent voir l'explication un peu plus détaillée, je vous renvoie au document de cours que j'ai mis dans le descriptif. Ok, en fait l'histoire est exactement la même pour la SN1 qu'on est en train d'étudier. La réaction a lieu sous contrôle cinétique et le produit majoritaire est issu du carbocation le plus stable. Et la réaction est d'autant plus rapide que le carbocation est stabilisé. Et souvenez-vous, on a déjà traité la stabilité des intermédiaires réactionnels comme les carbocations dans une autre vidéo. On avait entre autres vu que les groupements électrodonneurs comme les groupements alkyles stabilisent le carbocation. Par conséquent, en l'absence d'effet mésomère, le carbocation tertiaire est plus stable que le secondaire, lui-même plus stable que le primaire. Et cet ordre de stabilité des carbocations permet de déduire l'ordre de réactivité des halogénoalcanes correspondants. Selon un mécanisme SN1, on en déduit que les halogénoalcanes tertiaires sont les plus réactifs, ensuite les secondaires, et très très loin derrière les primaires, qui sont en fait quasiment pas réactifs selon ce mécanisme-là. Ils vont plutôt faire de la SN2. Attention, cela est valable en l'absence d'effet mésomère. Souvenez-vous que l'effet mésomère est prépondérant devant des effets de type inductif. Donc un carbocation stabilisé par effet mésomère, même secondaire, pourrait être plus stable qu'un carbocation tertiaire. D'ailleurs, regardez bien l'exemple que nous avons étudié dans cette vidéo. En fait, j'ai choisi un halogénoalcane secondaire benzylique. Et si vous regardez le carbocation, on voit qu'on a un carbocation secondaire, mais pas seulement. Il est fortement stabilisé par le groupement mésomère donneur du groupe phényl. En effet, vous pouvez écrire 4 formules mésomères et montrer que ce carbocation est particulièrement stabilisé, ce qui justifie bien qu'il réagisse selon un mécanisme SN1. Pour ces réactions de substitution nucléophile monomoléculaire SN1, ce qu'il faudra retenir, c'est que la réaction est plutôt rapide lorsqu'on a un halogénoalcane qui conduit à un carbocation stabilisé, mais aussi que c'est une réaction non stéréosélective qui conduit donc a priori à un mélange racémique. Bien entendu, si on prend un cas où l'halogénoalcane possède déjà un ou plusieurs carbones asymétriques, on obtiendra 2 diastéréoisomères, puisqu'on va avoir formation d'un carbone asymétrique avec 2 possibilités équiprobables. Et voilà les chimistes, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez kiffé et que vous avez appris plein de trucs. Si c'est le cas, n'oubliez pas un pouce pour nous encourager, partagez à l'attention de vos amis chimistes et puis n'hésitez pas à commenter. Au passage, profitez-en pour me dire quelle est votre formation et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, je me joindrai à la discussion avec grand plaisir, y compris si vous avez des questions. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram mais surtout Facebook. Pour nous soutenir, il y a Tipeee et Utip, puisque maintenant nous sommes dessus. Et vous pouvez également aller voir plus de contenu sur mon site blablaro-chimie.fr. Tous les liens utiles sont dans la description. Allez, quant à moi, je vous dis à bientôt au tableau!